Salut, je m'appelle Johan Wackernagel, je suis designer, entrepreneur, et l'année dernière, j'ai vécu une drôle d'expérience. Malgré la bonne conduite de mes projets, je suis tombé dans un enfermement mental, comme une prison virtuelle, malgré ma pleine liberté. Ce film est principalement auditif, alors je te conseille de prendre un casque pour une meilleure expérience, et je te souhaite un bon visionnage. Salut, je vais commencer par le premier conseil de cette vidéo en tant que disclaimer. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience et ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour m'en sortir ou pour améliorer ma vie et me rendre plus heureux. Maintenant, je ne suis pas psychologue et quand bien même je le serais, c'est pas avec une vidéo généraliste que je pourrais t'aider à aller mieux toi personnellement. Donc si sincèrement tu cherches des solutions ici, peut-être que je vais pouvoir t'aider un petit peu, te mener sur des pistes, mais je t'invite vraiment amicalement à aller voir toi-même un psychologue ou un professionnel de santé. YouTube n'est pas un médecin. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés, des éléments qui moi m'ont servi. Je te donne mon expérience, je vais te raconter mon histoire et peut-être que même si tout va bien, tu peux appliquer ces choses et améliorer ta vie quand même. On a tous un niveau de conscience propre. Peut-être qu'on peut tous l'élever pour passer au niveau supérieur et se sentir plus à l'aise dans notre vie et se sentir plus heureux tout simplement. Ce que je vais te raconter là, c'est passé entre le printemps 2022 et le printemps 2023. Et je me rends compte à quel point, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, la vie, je la vois comme un 1 suivi de plein de zéros. Je m'explique. Le 1, c'est la santé. Les zéros après, c'est les éléments de la vie. C'est bien beau d'avoir plein de zéros, mais si le 1 il est tout à la fin, ça fait pas un gros chiffre. Ta vie, elle a pas beaucoup de valeur. Ton niveau de bonheur, il est très très bas. C'est-à-dire que si tu es riche, que tu as plein de bonnes relations, que tu as un bon travail, que tu fais tes projets que t'aimes, que tu es libre, tout ce que tu voudrais, mais que t'as pas la santé, tout le reste ne sert à rien. La santé, c'est numéro 1 dans la liste des choses importantes de la vie. Parce que sans la santé, tout le reste perd de l'intérêt. Pour pouvoir t'expliquer un petit peu les points qui vont suivre, j'ai besoin de te raconter mon histoire et de t'amener avec moi dans ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé. Je vais commencer par le printemps 2022. J'étais en 2e année d'études et au printemps, avec l'école, j'avais un projet avec une vingtaine d'autres personnes, un concours dont j'avais été nommé leader, donc manager de cette équipe de 20 personnes. Et donc, c'est un projet durant lequel j'ai tout mené, j'ai tout guidé. Ça m'a demandé énormément d'énergie, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais quand c'était fini, j'étais quand même bien content que ce soit fini parce que j'étais tombé sur une équipe un peu de bras cassés et j'ai fait, je pense, 80% du travail moi tout seul. Et au fond de moi, même si j'étais fier de mon travail, j'avais pas envie de gagner. J'avais pas envie d'arriver sur le podium. Parce que le podium, ça signifiait passer au second tour, participer en finale, et donc prolonger le temps de travail. Sachant que j'étais presque seul à travailler dans cette équipe, j'avais pas envie de continuer. Et donc c'est ce qui est arrivé, on est arrivé sur le podium et on a été qualifié pour la finale. Entre le moment des qualifications et la finale, il se passe environ 10 jours, 2 semaines, pour préparer la suite du pitch sur le projet pour tenter de gagner la finale. Et durant ce laps de temps, moi j'ai eu une nouvelle, une discussion avec quelqu'un de proche qui m'a beaucoup impacté, qui m'est resté dans le crâne, ça m'a pissé dans le crâne littéralement. Et le fait d'apprendre à peu près en même temps qu'on était en finale et de m'imaginer cette surcharge de travail, ça m'a fait un peu craquer. Je sais pas comment dire, mais du jour au lendemain, le corps a plus voulu. Je voulais pas me lever. C'était impossible pour moi de continuer. Je savais plus pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je travaillais, même mes projets perso n'avaient plus de sens. J'en ai déjà un petit peu parlé ça dans la vidéo où je parle des réseaux sociaux. C'est le même moment où j'ai réalisé que j'en avais trop marre des réseaux sociaux, que ça me prenait trop ma tête. Donc j'ai eu un petit besoin de reset, de wow, stop, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien, je crois que je suis très fatigué. Je sais pas si on appelle ça burn-out, peu importe. Et donc j'ai mis des mesures en place. Comme je disais dans la vidéo des réseaux, j'ai demandé aux gens avec qui j'avais envie de parler le plus souvent, de passer sur WhatsApp par exemple pour éviter d'aller sur Instagram et que ça me bouffe mon esprit. J'ai informé l'école que je ne participerais pas à cette finale parce que c'était une surcharge de travail trop importante pour moi et que je faisais tout dans cette équipe. J'ai laissé mon équipe se débrouiller, c'était une question de santé, donc il fallait que je pense à moi. Et donc ça allait mieux, j'avais l'impression en tout cas que ça allait mieux, j'avais pris un petit bol d'air. La vie continue, sauf que cette information qu'on m'a mise dans le crâne restait là. Et ça a fait switch un truc dans ma tête.
cette grosse quantité de fatigue où le cerveau était comme un bac à sable dans lequel on peut tracer tout ce qu'on veut, cette idée m'avait laissé une grosse trace et j'y pensais beaucoup. En fait, j'ai eu une information mais pas complète, une information pas cool, plutôt négative, et j'en avais qu'une petite partie. J'avais vraiment la sensation que ce n'était que la face visible de l'iceberg, un peu comme seulement le croissant visible de la Lune. Et mon cerveau pouvait pas s'empêcher d'imaginer la suite, d'imaginer comment pouvait être la partie que je ne voyais pas. Cette pensée commençait à devenir de plus en plus envahissante. J'y pensais tout le temps, dès que j'avais rien à faire. Au début, un peu volontairement, je voulais trouver, je voulais savoir, et cette personne en question voulait pas non plus me donner les éléments, la suite, parce que c'était pour elle-même trop dur de le faire. Donc moi, je devais faire avec ce que j'avais, quoi. C'était comme une pensée intrusive, rémanente, qui m'envahissait. Dès que j'avais l'esprit qui pouvait potentiellement se poser, dès que j'avais du temps, dès que je devais me reposer, avant de dormir, etc., le cerveau pensait à ça. Ou même si ça pensait pas à ça, parce que je savais que je ne pourrais pas avoir la réponse, le cerveau s'efforçait de ne pas aller vers là, d'enfouir cette idée, de repousser cette réflexion, parce que je savais rationnellement qu'il n'y avait pas de fin. Sauf que faire ça, vous imaginez bien que c'est comme mettre un enfant dans une pièce toute vide, avec un bouton rouge, et lui dire « tu n'appuies pas sur le bouton rouge ». Évidemment qu'il va appuyer sur le bouton rouge. C'est la même chose que si je vous demande de ne pas penser à une pomme bleue. Vous avez pensé à une pomme bleue. Vous avez l'image dans la tête. C'est impossible. Donc en fait, ça m'a fatigué énormément. À peu près 2 mois plus tard, j'ai une professeure qui me rend un travail en venant me voir particulièrement moi pour me dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'elle était très déçue de mon résultat. Parce qu'elle me connaissait étant plutôt bon élève à faire des choses de qualité. Et là, dans ma rédaction, elle me dit « C'est bizarre, quand tu écris, on dirait que tu écris une phrase, que tu pars 5 minutes, et que tu reviens écrire la deuxième phrase, puis tu repars 5 minutes, puis tu reviens écrire une troisième phrase, et le texte n'a ni queue ni tête. On comprend rien à ce que tu as écrit. » Et là, c'était un peu un choc, parce que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un d'extérieur qui voyait ma fatigue mentale, qui voyait mon incapacité à me concentrer. Parce que cette idée persistante venait m'envahir forcément dans les pires moments. Quand vous êtes en train de vous concentrer pour travailler, vous vous dites bah là c'est le moment qu'il faut que je me concentre. Sauf que paradoxalement, comme je savais que c'était le moment où il fallait surtout pas que je me déconcentre, c'était trop facile de me déconcentrer et que l'idée revienne. J'étais dans un cercle vicieux, épuisant. Et la seule méthode que j'ai trouvée à ça, c'est en fait la fin de l'année. L'année scolaire s'est terminée. Et puis je suis parti en vacances, j'ai fait des choses et tout. Et j'ai plus trop pensé à ça parce que j'étais occupé. Le problème avait un peu disparu. Et puis je suis parti 2 mois vivre à Londres, un peu sur un coup de tête, parce que j'en avais profondément envie de vivre une expérience. Parce que, en fait, ce petit craquage que j'ai eu quelques mois plus tôt, il m'a fait réaliser que, zut, je passe d'adolescent à adulte si vite. Pourquoi j'ai toujours tout bien fait? Pourquoi ça se passe trop bien en fait? Il y avait un truc en moi qui voulait cocher des cases. Je m'étais mis à vivre pour cocher des cases. Et pour moi, partir à Londres, c'était un terrain de jeu nouveau au sein duquel je pouvais cocher plus de cases sur cette liste. Dites-vous, j'en suis arrivé à un point où je me suis vraiment demandé si je me mettrais pas à fumer juste pour potentiellement un jour avoir le mérite d'arriver à ne plus fumer. Pour savoir ce que c'est de fumer, pour avoir eu cette période de jeunesse et d'avoir la gratitude d'avoir grandi et de traverser un truc. Vous imaginez le niveau de débilité dans laquelle j'étais arrivé, mais il y a une logique à travers cette débilité. Vous voyez mon raisonnement, il y avait quand même un sens, même s'il est absurde, c'est du raisonnement par l'absurde, littéralement. Et ça c'est un exemple, mais j'en avais plein des raisonnements comme ça, débiles. Et donc quand j'étais à Londres, j'ai passé beaucoup de temps tout seul, d'une part à essayer de faire le plus de trucs possible que je pouvais pour essayer de rentabiliser ce temps à Londres, à faire toutes les activités possibles et tout, mais finalement je les faisais pas forcément parce que j'en avais envie, mais plutôt pour les avoir faites. Et puis comme j'étais seul longtemps, j'ai eu du temps pour réfléchir, et donc forcément, comme j'étais pas très occupé et surtout beaucoup tout seul dans ma tête, et même quand j'étais avec des gens, j'étais là pour m'améliorer en anglais, donc je n'étais pas très bon. Donc les discussions n'étaient pas hyper fluides et donc il n'y avait pas des discussions non plus sans fin ou des choses qui m'occupaient l'esprit au point de ne plus du tout penser à cette idée qui me déplaisait, que j'avais appris quelques mois plus tôt. Donc j'ai eu le temps de me reposer sur ce problème de pensée envahissante. Un jour, je me suis dit que j'allais aller à Brighton. Depuis Londres, c'est
1 heure de train, 1h30, je sais plus trop. Et dans le train, j'ai rencontré un vieux monsieur. Alors, c'est vrai que c'est comme dans les films, comme dans les contes, mais il était assis à côté de moi et puis il me demande « Oh, tu vas à Brighton et tout ?» Puis je lui dis « Oui et tout, je viens visiter. » Et je commence à discuter avec ce vieux monsieur. Il me renseigne les beaux endroits à aller visiter à Brighton et il me dit « Tu sais, je crois que t'as beaucoup de chance là, parce qu'on est le jour de record de chaleur historique de Brighton. Ce jour-là, en 2022, en juillet, il faisait 40 degrés à Brighton. Vous imaginez que c'est une mer plus haute que les mers du nord de France. C'était pas très joli, mais il faisait tellement chaud, il y avait toute l'Angleterre sur la côte. Mais ce qui m'a fait tilter, c'est qu'il m'a dit « Tu as de la chance, profites-en ». Ce mot, il m'est resté dans la tête, donc toute la journée, j'ai essayé de me dire « Je vais profiter ». Et j'arrivais pas. Impossible de profiter. Impossible de voir la réalité des choses, d'être là, d'être heureux, quoi. Impossible. J'imaginais toujours là où je pourrais être de mieux. J'imaginais toujours, ah, mais si seulement il y avait quelqu'un d'autre là avec moi, si seulement je rencontrais des gens là. J'imaginais que ce qui pouvait se passer et j'avais jamais sous les yeux ce qui était en train de vraiment de se passer. Alors que quand même, j'étais pas juste enfermé dans ma chambre. J'étais en voyage seul dans une nouvelle ville, puis encore une nouvelle ville, puis, enfin, forcément que j'ai tout à apprendre, tout à visiter. Et vous voyez à quel point mon cerveau était tombé là-dedans. Alors dans le train au retour, j'ai cherché des vidéos de philosophie et c'est là que je suis tombé pour la première fois sur du contenu sur internet qui m'a un peu aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, pour que peut-être ce contenu puisse un peu vous aider. Je suis tombé sur une vidéo philosophique sur le stoïcisme. Ça parlait de comprendre ses émotions, essayer de les accepter, de les laisser passer, de pas trop être impacté, pas de les contrôler, etc. Bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, je m'en rendais pas compte, mais j'avais aussi beaucoup d'émotions au milieu de tout ça. Et en faisant ça, en fait, je venais d'engranger le début de cette traversée, de ce défrichage, de tout ce travail que j'avais à faire pour essayer de raisonner correctement, de comprendre mon fonctionnement interne, dans mon cerveau, dans mon corps, mes émotions, mes raisonnements. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Pendant quelques jours, j'allais mieux, je repensais à cette vidéo, j'en cherchais d'autres et tout ça. Et puis, je rentre de Londres, c'est la vie qui reprend, on arrive à l'automne, les choses vont vite. J'ai pas trop le temps de penser, j'ai pas trop de problèmes. De temps en temps, j'ai des downs, je me sens particulièrement triste, pas bien. Et je commence à peiner parce que je me dis mince, il y a des moments ça va bien, il y a des moments ça va pas. Et j'ai l'impression que les moments où ça va pas, ils reviendront toujours de temps en temps. Et là, il y a une sorte de tristesse qui commence à arriver parce que je me disais, je m'en sors, c'est bon, c'est passé. Et en fait, ça retombe de temps en temps. Et quand ça retombe assez violemment. Le mood est vraiment pas bon. Donc il y a un peu un désespoir qui se crée. Et je tombe sur une musique d'Orelsan qui dit de toute façon, quand t'es heureux, c'est qu'une transition vers le prochain moment où tu seras malheureux, ou quelque chose comme ça. Elle m'a détruit. Détruit. Non, c'est faux, cette phrase. Et c'est tout ce qu'on va parler après. Restez, s'il vous plaît. En fait, j'avais l'impression que ça allait mieux, mais ça allait mieux pourquoi? Juste parce que j'étais envahi de travail, j'étais envahi d'occupation. Je voyais des gens, je déménageais, j'ai aménagé seul, j'ai commencé un nouveau travail en alternance. Il se passait tellement de choses dans ma vie que j'avais pas le temps de m'ennuyer, d'être là seul avec ma tête. C'est seulement en vacances de Noël, quand j'ai de nouveau eu un peu de temps, que en fait le problème m'avait gangréné au fond. Donc j'ai commencé à faire des crises de panique. Alors là, il n'y a plus forcément les pensées, les trucs, les machins, juste de temps en temps, pff, le moral mort. Alors ce mot-là de crise de panique, je l'avais pas sur le moment, c'est aujourd'hui après coup que en ayant parlé avec d'autres personnes qui ont fait des crises de panique ou crises d'angoisse, j'ai pu faire ça. Je pense que c'était ça. C'était le 23 et le 24 décembre. J'ai pourtant passé un très bon Noël, mais le soir, dans mon lit,
Plus rien de rationnel, toutes les pensées qui se mélangent, les émotions démultipliées, plus rien de contrôlable. Si t'arrive ça de temps en temps, va voir un professionnel de santé. Vraiment. Limite à craquer, en pleurs, tu sais pas pourquoi. Tu sais plus pourquoi. Plus rien n'a de sens. Et là, je me suis dit, ouais, bah là, je sais plus comment faire. Je sais plus comment m'en sortir, je vois pas de bout. Il faut que j'aille voir un psy. Je me suis dit ça. Je vais y aller, je vais prendre rendez-vous. À 2h du mat dans mon lit sur mon téléphone, j'ai cherché un rendez-vous pour un psy. J'ai pas trouvé. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas facile de trouver un psy. Parce que j'avais entendu qu'il y avait une liste de psys qui étaient remboursés par la sécu, pas d'autres, etc. Alors les psys remboursés par la sécu, c'est cool comme idée, mais sauf que c'est pas obligatoire. Du coup, c'est seulement les psys qui n'ont pas assez de rendez-vous payants qui autorise les rendez-vous remboursés par la sécu. Donc en fait, naturellement, ça crée un système où il y a que les plus mauvais psys, parce que les bons psys, ils sont comblés, ils ont plein de rendez-vous et il n'y a pas de souci pour ça. Donc il y a que les mauvais psys chez qui personne ne va, qui ont du temps et donc qui acceptent les rendez-vous gratuits. Parce qu'il faut savoir qu'eux, ils sont remboursés par la sécu, mais pas autant que ce qu'ils sont payés quand ils sont payés par la personne. Donc en fait, ils ont à y perdre de faire partie de ce principe de la sécu. Donc ça fait un système où si tu vas vers les psys remboursés par la sécu, tu auras des moins bons psys. Mais si t'as vraiment pas d'argent, c'est une solution. Maintenant, moi, du coup, en fait, je suis pas allé chez un psy tout de suite. J'ai encore repoussé le moment. Parce que, encore une fois, la vie a repris son cours. J'étais occupé, je travaillais, je voyais des gens, j'avais plus trop le temps de réfléchir et de nouveau, le problème s'était enfoui. Et quand le problème est enfoui, on est en surface, tout va bien. On a l'impression d'être très bien. Et c'est en mars que je recraque. Mais encore une fois à un niveau supérieur. Là, je peux plus manger, je peux plus rester tout seul, j'ai trop peur de tout, je sais pas, là c'est plus descriptible, c'est catastrophique. En fait, j'ai repoussé pendant 1 an le moment de me soigner, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la suite logique pourrait devenir le suicide. Alors, pour vous rassurer et rassurer mes proches qui regardent la vidéo, je n'ai jamais pensé à me suicider. Je suis juste arrivé dans un état où j'ai compris pourquoi certaines personnes pouvaient en arriver là. J'ai compris pourquoi ce mécanisme qui allait toujours plus bas mènerait à quelque chose comme ça. Pourquoi ça pouvait aller vers là. J'ai compris. Là, je me suis dit, ouais, non, faut aller dans l'autre sens. C'est bon, je touchais le fond. J'ai touché le fond. Donc là, j'ai vraiment pris rendez-vous chez un psy. Le gars, je l'ai appelé, limite, j'ai dit, on peut le prendre demain, le rendez-vous, c'est un peu urgent. Vraiment comme ça. Et par pitié, n'en arrivez pas là. Prenez ce rendez-vous 1 an plus tôt quand c'est, vous voyez, en 2022, le premier craquage. Là, j'aurais dû prendre rendez-vous. Pas 1 an après. On va faire une petite pause. Donc c'est en mars 2023 que j'ai vraiment enclenché ma démarche de me soigner. J'ai plein de petites anecdotes là entre janvier et juin à vous raconter à travers tout ce process de guérison. Tout ce process où j'ai décidé de me soigner. Et donc on va rentrer dans ces plusieurs points. Combien j'en ai? Attends, je sais pas. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 6 points qui m'ont aidé à me soigner. 6 méthodes que j'ai rangées dans des catégories qui m'ont aidé à me soigner. Donc si t'es encore là dans la vidéo et que après tout ce que je t'ai expliqué, tu te reconnais d'une manière ou d'une autre, de loin, de près, que tu sens que t'as quelque chose en toi qui te tire vers le bas, tu sais pas pourquoi, qui veut pas aller bien, tu n'es pas heureux, que ce soit à cause d'une... Peu importe la raison, peu importe si c'est une raison interne, une raison externe, peu importe. Dans tous les cas, ce dont il est question, c'est ce petit 1 au début de tous tes 0. C'est ta santé personnelle, tu t'en fous de la vie des autres, fais-le pour toi. Le premier point, c'est l'intention. L'intention de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'intention, c'est l'envie. C'est la sincère croyance que tu vas te guérir et que tu vas être heureux et que tu te promets à toi-même que tu vas tout faire pour accepter d'être heureux. Moi, c'était de ça dont il était question. Il y avait une part de moi qui était confortable dans le fait de ne pas aller bien. Je ne savais tellement plus comment c'était d'être heureux, sincèrement, purement, pas juste en surface quand le problème est enterré, que ça me faisait peur. En fait, inconsciemment, je n'étais plus capable d'être heureux. Et c'était plus facile d'être dans mes problèmes. C'était plus facile de penser à cette idée que j'aimais pas, d'imaginer la suite. C'était plus facile de voir les points négatifs, c'était plus facile de me désespérer tout seul, plutôt que de me dire, merde, ça va en fait, la vie va quand même bien. Je n'avais plus le bon filtre. Je voyais le verre à moitié vide, alors que je pouvais, si j'en avais eu envie, voir le verre à moitié plein. C'est à toi de choisir d'aller bien. Ça arrivera pas comme ça, mais c'est là l'input.
Je vais te parler d'une théorie, d'un cercle, d'un schéma que je t'affiche à l'écran à propos de la croyance, de la confiance en soi, de la confiance en le processus, pour te montrer à quel point ça marche. Pour te montrer à quel point rien que le fait de croire à quelque chose provenant de toi va faire en sorte que ça se réalise. En fait, dans le processus, il y a 3 étapes. Il y a tes croyances, tes actions et tes résultats. Et ça ferme une boucle comme ça, où on passe d'une étape à une autre. Et ce cercle, il peut être vicieux, c'est-à-dire renforcer une idée, une boucle qui te tire vers le bas, ou au contraire vertueux, mais pas un peu des deux. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit une direction, soit l'autre. Et moi, dans cette situation-là, j'étais dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'avais des idées négatives, des croyances négatives. Je croyais profondément que j'étais malheureux. Enfin, je me trouvais profondément malheureux. Et je ne pensais même plus au fait que je pouvais être heureux. Enfin, j'en avais envie, mais je l'espérais, tu vois. J'espérais un peu un miracle. Et j'avais oublié d'y croire moi-même. J'avais oublié d'avoir envie d'être heureux. J'avais oublié d'avoir l'intention d'aller mieux et de me soigner. De fait, je n'avais pas des actions qui allaient provoquer des résultats. C'est-à-dire que je ne faisais pas des choses qui allaient me guérir. Je ne faisais pas des choses qui allaient me rendre heureux. Le résultat, c'est être guéri, c'est être heureux. Mais ce que je te dis là, ça marche pour tout. Si tu as un objectif dans la vie professionnelle, si tu n'as pas la croyance que tu vas y arriver, tu ne mettras pas les actions en place pour y arriver, donc tu n'y arriveras pas. Et si tu n'y arrives pas, tu vas continuer à renforcer les croyances que tu n'es pas capable de faire les choses. Donc de nouveau, tu ne vas pas mettre en place les actions pour y arriver. Donc tu n'y arriveras pas. Ça, c'est le cercle vicieux. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, moi j'avais touché le fond. D'ailleurs, j'ai eu la chance à travers mon travail il y a 2 ans de travailler avec un ancien nageur olympique, Grégory Mallet, qui est maintenant préparateur mental. Et je filmais une de ses conférences où il parlait un peu de préparation mentale, du coup, d'états mentaux, et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais dans une phase très compliquée. Et je me souviens d'une anecdote, d'une métaphore qu'il avait fait du fait que l'humain, le cerveau humain est une pastèque. Pourquoi? Parce que la pastèque, c'est que de l'eau. Et quand on la met dans l'eau, elle flotte pas vraiment et elle coule pas vraiment. Elle est là entre les deux. Et le cerveau humain, c'est pareil. Des fois, les idées, on est là entre les deux. Mon idée, mon cerveau, c'était pareil. Je flottais un peu dans le milieu de l'eau, sauf que là, je venais d'atteindre le fond. À un point où ça me faisait assez peur, j'avais considéré que j'avais touché le fond. Sauf que si tu vas plus bas que le fond, bah, c'est la tombe, en gros, t'es enterré, c'est la mort. Donc non, j'avais touché le fond, ça me suffisait. Et donc là, j'avais sincèrement l'intention d'aller flotter, pour de vrai. Donc il faut que tu te trouves une motivation d'avoir l'intention d'aller mieux. Il faut que tu décides que tu vas te guérir, tu décides que tu vas arriver à faire quelque chose et que tu y crois profondément, que tu te mentes pas à toi-même, que tu sois humble envers toi-même quand tu vas pas arriver à faire des petites choses et tout, mais faut que tu y crois. Et moi, le fait d'avoir touché le fond, ça m'a sincèrement donné envie d'y arriver à me soigner. Tu vois, Théo Baba qui disait tu es triste, arrête, c'est hyper débile comme on s'est dit, mais c'est vrai. Ces mots réalisateurs, c'est sûr, ça te donne aucun élément de comment y arriver. Mais la petite chose que tu dois retenir de cette phrase, c'est juste de dire que ça ne peut venir que de toi. Personne ne pourra te soigner si tu n'en as pas envie. Et tu ne pourras soigner personne qui ne veut pas être soigné. Ça demande de l'humilité, ça demande du courage, d'affronter ses vulnérabilités. Ça va pas être facile, mais ça en vaut le coup. Deuxième point. Maintenant que tu es prêt, que tu as dans l'idée de changer, dans l'idée de t'améliorer, dans l'idée d'aller mieux, de te soigner, peu importe ta problématique, en fait, ça s'applique à tout. Tu vas commencer ton travail de compréhension. Pour comprendre comment faire en sorte qu'une voiture aille le plus vite possible, il faut comprendre comment fonctionne une voiture. Il faut comprendre qu'il faut tel carburant, tel moteur, etc. Bon, en l'occurrence, je comprends pas forcément comment marche une voiture, donc je saurais pas faire en sorte qu'une voiture aille vite. Par contre, je connais assez bien mon corps et le fonctionnement d'un corps humain, d'un cerveau humain, des comportements humains, de la psychologie humaine, de ma propre psychologie, de mes émotions. Et ça me permet d'être plutôt heureux. Tu vas chercher toutes les informations possibles sur comment fonctionne ton cerveau, tes émotions, ta psychologie, tes biais cognitifs, ton énergie aussi physique. Parce que des fois, tes mauvais raisonnements, ils viennent juste d'une grosse fatigue. Faut que tu apprennes à te connaître et à connaître comment fonctionne l'humain pour voir comment les autres gens interagissent avec toi, pour être capable d'avoir l'humilité de te dire « Ok, là c'est moi qui ai fait une boulette, là c'est lui qui a fait ça et s'il s'en rendait compte, il pourrait améliorer ça comme ça. Mais même si c'est ça, je vais pas lui en vouloir. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe quand même bien ?» Il faut que tu comprennes
un maximum de choses sur la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos sur les choses que je comprends récemment, sur mes expériences de la vie, sur la psychologie humaine. C'est parce que ça me plaît, parce que ça m'aide à avancer dans mon parcours entrepreneurial. Je suis plutôt fondamentalement convaincu que tout existe pour une raison. Je sais pas si c'est un courant de pensée ou pas, mais moi je crois ça. Rien n'est là par hasard. Et rien que de savoir rationnellement pourquoi les choses se passent et de comprendre pourquoi elles sont là. Par exemple, quand tu as une émotion, de comprendre pourquoi tu l'as, ça va t'aider à aller mieux. Je pourrais te citer les différentes catégories pour t'aiguiller un petit peu dans ton apprentissage et ta compréhension des choses qui peuvent t'aider à aller mieux. Il y a la biologie, comment chimiquement ça fonctionne dans ton cerveau, comment ton corps réagit à ce que tu manges, comment tu dors, au sport, etc. Comprendre pourquoi les choses se passent. C'est bien de savoir qu'en faisant du sport, en dormant bien, en mangeant bien, tu vas aller mieux, mais si tu comprends encore mieux comment ça se passe dans toi, tu vas y croire. Et on revient à la boucle dont je te parlais tout à l'heure. Si tu y crois, tu vas mettre les bonnes actions en place, donc tu auras des résultats. C'est le cercle vertueux. Croire, des fois, c'est dur. Il faut avoir de la science derrière pour croire aux choses. Tout dépend de ton esprit. Moi, je sais que je suis assez scientifique, donc la science m'aide beaucoup à croire aux choses. Pareil pour la psychologie, tu vois, les comportements humains, etc. Comprendre comment ça fonctionne, ça t'aidera dans plein d'autres domaines, mais ça t'aidera à te comprendre toi d'abord et à être en bonne santé. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce propos aussi, et c'est peut-être un des trucs les plus durs qui me soit arrivé. En fait, pourquoi ça a gangréné toujours plus? Et pourquoi ça en est arrivé à un point où ça m'a fait totalement craquer, à un point où j'ai touché le fond, comme j'ai dit. Cette histoire de cette personne proche, qui m'a beaucoup impacté et dont je n'avais pas tous les éléments. Du coup, comme je ne voulais pas traiter le sujet, je ne pouvais pas traiter le sujet parce que ça ne dépendait pas que de moi. Le problème s'est étendu à toutes les choses de la vie qui se rapportaient à cette personne. Et c'était devenu un traumatisme. Dès que je pensais ne serait-ce qu'à une musique qui me faisait penser à cette situation, ça me faisait mal, peur, de l'anxiété. Vraiment, ça me faisait une douleur au cœur, un certain type de musique. Pareil pour le quartier dans lequel vivait cette personne. Pareil pour le bus qui allait vers le quartier de cette personne. Enfin, vous voyez à quel point ça s'est répandu par association, débilement. Dites-vous que je suis arrivé à avoir peur d'un numéro sur un bus. C'est fou, maintenant que je le dis. Et un jour, je suis tombé, par hasard, sur le monde des comportements humains. C'est une science. Comment je m'en suis rendu compte? Un jour, j'ai mon petit chat qui s'assoit à côté de moi quand je finis mon pot de yaourt à la fin du repas et qui entend la cuillère taper au fond du pot. En plus, c'est un pot de danette, donc ça fait un bruit un peu spécifique. Et mon chat adore la danette à la vanille. Donc il s'assoit tout mignon là pour me demander la fin du pot et de lui en laisser un petit peu sur les bords pour manger la danette à la vanille. Je connaissais ce principe, ça s'appelle le réflexe de Pavlov. Pavlov, c'était un chercheur comportementaliste et je connaissais cette histoire mais pas en détail. Donc j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur Pavlov et les comportementalistes. En fait, Pavlov, il a fait l'étude que quand on présente une côtelette à un chien, il va se mettre à baver parce qu'il sait que c'est bon. Donc il a continué de donner cette côtelette au chien et à chaque fois qu'il donnait la côtelette au chien, il appuyait sur une petite cloche. Puis un jour, il a juste appuyé sur la petite cloche sans donner la côtelette au chien et le chien a quand même commencé à baver parce qu'il avait associé la côtelette au son de la cloche. Et là, ça a fait tilt avec moi. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Quand je vois le bus, quand j'entends parler, quand j'entends cette musique, tous les trucs que j'avais associés, je m'en souviens même plus, tellement c'était débile. Je m'étais conditionné, c'était un conditionnement de Pavlov. J'avais associé des choses qui n'avaient rien à voir entre elles et qui me procuraient les mêmes émotions négatives. Et ben vous voyez, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de scientifique en moi. Et rien que de comprendre pourquoi ça faisait ça, ça me l'a un peu délesté. Ça m'a un peu aidé à me dire, bah oui, en fait, c'est juste naturel. Ça existe dans le corps, le cerveau fait ça, on sait pas pourquoi, mais c'est pas pour autant qu'il faut le croire, c'est pas pour autant que rationnellement je dois avoir peur du bus. Et donc comprendre, ça m'a aidé à déconstruire. C'est pareil pour les émotions aussi. Je vais peut-être pas rentrer là trop dans les détails, je vous mets une vidéo en description qui est super bien expliquée et qui m'a transformé. C'est je crois 5 minutes, c'est super bien expliqué, vous appliquez ça et ça va vous aider dans toute votre vie. En gros, les émotions, c'est des messages envoyés par le corps, envoyés par le cerveau, c'est vraiment des messages à lire. Et quand on lit pourquoi l'émotion est là, ça nous aide à comprendre la situation. Ok, là je suis triste, pourquoi je suis triste? Parce que ça me fait mal, ça me fait peur, je suis triste parce que ça arrivera plus, ou... Ok, une fois que tu l'as compris, que tu as lu l'information,
ça aide à la faire partir et à l'accepter. Donc les crises d'angoisse, c'est souvent que tu as des émotions ou des choses que tu n'as juste pas comprises. Donc pour conclure ce point 2, fais tout ce que tu peux, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour comprendre le fonctionnement des choses. Attends, il faut que je boive un coup là, c'est du café, mais je pense que je vais aller me chercher de l'eau. Le troisième point de cette vidéo, une fois que tu as compris pas mal de choses, c'est important de les noter pour pas les oublier. Parce que dans une phase de notre vie où on n'est pas bien, on est un peu dérangé dans notre bonheur, dérangé dans notre tête. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est le cas, hein, c'est une maladie mentale. On a des hauts, des bas. Et sauf que on a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. On n'est pas très rationnel. Quand tout va bien, on a la capacité d'être très rationnel et de comprendre des choses. Là, tu vas apprendre dans les moments où tu vas bien. Ces moments où tu vas bien, ça peut être les moments chez le psy. Moi, chez le psy, j'ai fait d'ailleurs que 4 séances. 4 séances m'ont suffi parce que j'étais actif chez le psy et entre mes séances de psy. Notamment par l'écriture. Quand le psy me disait des choses, après je dormais dessus. Mon cerveau synthétisait tout ça. Et je me demandais pourquoi il a dit ça à tel moment précisément. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et j'allais profondément chercher et j'écrivais tout ce qu'il m'avait dit, tous les raisonnements, toutes les nouvelles pensées, tous les nouveaux chemins de pensée qui m'avaient ouvert, je les notais. Dès que je comprenais quelque chose quand j'allais bien, je le notais. Donc là, peut-être que pendant cette vidéo, tu apprends des choses, ou ça t'ouvre des pistes de réflexion, et je te conseille sincèrement de le noter, ou au moins de te noter de revenir voir cette vidéo pour un moment où tu seras peut-être plus apte à l'intégrer. Parce que quand ça va pas, au contraire, on est hyper émotionnel. Il n'y a plus rien de logique, plus rien de rationnel, il n'y a plus rien qui va, le monde s'écroule. Et là, c'est cool d'avoir quelqu'un qui nous comprend. On a besoin d'un soutien émotionnel, de quelqu'un qui vient poser sa main sur l'épaule pour nous aider. Sauf que des fois, on a des situations tellement bizarres dans nos têtes qu'il n'y a personne qui est capable de comprendre ce qu'on a. Hormis peut-être un psy très fort qui nous connaît très très bien. Mais on n'a pas un psy qui nous connaît depuis qu'on est tout petit et qui connaît notre vie par cœur. La seule personne qui nous connaît le mieux sur cette planète, c'est nous-mêmes. Or, du coup, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est quand je vais bien, je m'écris pour le moment où j'irai pas bien. Et là, j'ai un carnet où j'ai beaucoup écrit durant ces 6 mois de travail sur moi. Et je l'ai nommé. La première page, le livre s'appelle « Pensée positive. Se sentir heureux n'est qu'un point de vue. Il faut continuer à voir les choses du bon côté. Ce livre est là pour ça. Relis-le quand ça ne va pas. » Donc j'écrivais quand j'avais compris des choses pour pas les oublier. Et pour pouvoir me les rappeler de manière rationnelle, comme un ami qui poserait sa main sur mon épaule pour me dire « Regarde, là il vient de t'arriver ça. Ça t'est déjà arrivé l'autre fois. L'autre fois ensuite t'as compris comment déconstruire l'idée. Refais-le, réfléchis comme ça, va par là. » Parce que à ce moment-là, tout est irrationnel, tout est tout perdu. Et ouais, j'avais besoin de délester mon cerveau, déjà pour pas oublier les choses, pour faire du sens, créer du sens, du lien. Et je me sentais avancer. Et puis en plus, dans les moments où ça allait pas, je relisais le livre, ça me faisait souffler. J'étais en mode, ok, c'est bon, je suis pas perdu. C'est vrai que j'ai fait ce travail, ok, je suis dans cette direction-là. Donc je te conseille sincèrement d'écrire. Tu peux aussi écrire tous les jours ce que tu as vécu, ressenti, pour essayer de te comprendre. Ça, c'est plutôt pour la phase 2 de compréhension. Tu peux écrire pour comprendre. Ça aide à mettre à plat les choses. Mais je te conseille d'avoir aussi un endroit séparé où tu écris les choses que tu as compris. Tes leçons de vie un peu, pour t'aider à t'en sortir dans les moments où ça va pas. Écrire, c'est méditatif, ça déleste, ça donne l'impression d'avancer. Quand tu vois les pages de ton cahier avancer, c'est un peu métaphorique de ton avancée dans ta guérison ou dans ton process d'apprentissage ou dans l'avancée vers ton objectif. Je te conseille vraiment d'écrire ta vie et puis même après ça fait des bons souvenirs. Maintenant que tu as l'intention d'aller mieux, que tu cherches comment comprendre les choses pour aller mieux, que tu écris les choses une fois que tu as compris comment aller mieux, tu peux essayer de perfectionner ce mécanisme. Tu peux essayer de te rendre plus efficace dans ton process de guérison. Tu peux essayer de te rendre plus clairvoyant sur tes propres émotions, ton propre mécanisme, plus efficace dans ta conscience de comment fonctionne le monde. Tu peux, si tu veux, améliorer tes process d'écriture du point 3, mais tu peux surtout t'aider à mieux comprendre le monde en améliorant ta conscience. C'est le sujet du point 4, améliorer sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on rentre dans un niveau où déjà ça va mieux. En fait, moi en tout cas, je suis arrivé là-dedans quand déjà j'étais bien lancé. Et pourtant, je pense que c'est ce qui a fait que je me suis vraiment guéri et que c'est allé loin
dans le process et que ça m'a fait vraiment passer du côté plutôt des gens heureux quand même. J'en parlais un petit peu en intro, on peut avoir différents niveaux de conscience. D'ailleurs récemment, et je l'ai pas noté dans mon carnet de vie, il faudrait que je le fasse, j'ai découvert une vidéo sur une map de la conscience, un tableau qui répertorie tous les différents niveaux de conscience humain. Et moi, ça a crié de sens pour moi. Je vous mettrai peut-être le lien si je le retrouve aussi dans la description, mais c'est un sujet que j'ai pas encore beaucoup exploré parce que je suis dans ce processus-là tous les jours depuis cette anecdote dont je vous parle depuis tout à l'heure. Depuis 1 an et demi, je continue ce process d'apprentissage, d'écriture et d'évolution en fait. Pour améliorer ta conscience, tu as plusieurs méthodes. La première, et qui pour moi a été la plus efficace, la plus transcendante, la plus transformante, c'est la méditation. Alors, ne quitte pas la vidéo tout de suite. Tu as probablement entendu parler de méditation par tous ces youtubeurs business, etc. pour essayer d'avoir des meilleures performances, sans forcément t'expliquer d'expérience réelle. Moi, j'ai médité à partir du jour où j'ai compris que ça pouvait vraiment me faire du bien, tous les jours, tous les soirs précisément avant de m'endormir, sans exception, pendant 4 mois. Pourquoi je te dis ça? Parce que la méditation, ça fonctionne comme le sport. C'est un entraînement jour après jour. Au début, ton cerveau, il est en vrac. Comme le premier jour à la musculation, ton corps, il ressemble à rien. Tu n'es pas musclé. Le premier jour de méditation, ton cerveau, il n'est pas entraîné. Je sais pas si c'est une question de muscle ou quoi, mais je sais pas à quoi il ressemble, mais il n'est pas apte à soulever beaucoup de poids. C'est-à-dire que ton corps, à la muscu, le premier jour, il est pas super esthétique, et en plus, tu peux pas soulever beaucoup de poids, t'as pas de force. À la méditation, je sais pas à quoi le cerveau ressemble le premier jour, mais en plus, il n'est pas capable de rentrer dans un niveau de conscience très élevé. Par contre, après plusieurs mois d'entraînement, et c'est ce que j'ai expérimenté, 4 mois non-stop, puis après j'ai continué un peu, j'avais atteint des niveaux impressionnants. Dans ces niveaux impressionnants, je pouvais littéralement sortir de mon corps, sortir de la réalité, aller dans une autre planète, aller dans une dimension parallèle où le temps est arrêté. Bref, c'est fantastique et je te souhaite de pouvoir arriver jusque-là. Maintenant, c'est pas ça le but tout de suite. Moi, au moment où j'allais très mal, là, au printemps 2023, j'ai commencé la méditation parce que j'en étais au point où, ok, donnez-moi tout ce qui existe, je vais essayer, je n'ai plus rien à perdre, je vais essayer, premier degré, et croire que ça marche parce que j'ai envie que ça marche. On revient au point de l'intention. Donc j'y croyais sincèrement à la méditation. Et le premier soir, j'y arrivais pas, forcément, j'y arrivais pas trop. Mais j'ai quand même continué. Vous voyez cette boucle? C'était pas vraiment un cercle vertueux au début. J'avais la croyance, j'appliquais l'action, mais j'avais pas le résultat. Mais pour autant, j'avais cassé ce principe de renforcer ma croyance comme quoi j'étais pas capable de méditer. Non, je croyais que j'étais capable de méditer. Alors j'ai continué les actions et petit à petit j'ai commencé à avoir des résultats. Et là j'ai accepté que ça renforce mes croyances que j'étais capable de méditer. Je me suis un peu auto-manipulé pour que ça fonctionne. Et en fait ça a fonctionné au bout de 2-3 fois. Comment je médite? Je vais vous faire un petit cours en 2 secondes. Une vidéo. Méditation, moi j'adore Mike Méditation sur YouTube, voilà, c'est cadeau, allez vers lui, moi j'aime bien. Le téléphone posé sur l'oreiller, allongé, et au début, parce que je ne savais pas quoi faire avec mon corps et tout, je ne le bougeais plus, mais vraiment je passais peut-être 45 minutes immobile. Au début, ça crispe un peu et tout, puis en fait tu acceptes cette douleur de ne pas bouger, parce qu'au bout d'un moment t'as envie de faire ça. Mais moi je me forçais à ne pas bouger, et même si ça me crispait, au bout d'un moment, t'as plus le choix en fait de ne pas bouger, donc t'as plus le choix que de te détendre et de laisser aller. Et puis tu te laisses guider par la vidéo et tu fais ce qu'il dit et ça marche plutôt bien. À force, j'arrivais dans des états où j'étais plutôt à moitié en train de rêver, mais quand même conscient que j'étais en train de rêver et ça me détendait en fait. Et j'en suis arrivé à un stade où méditer était le moment le plus agréable de ma journée. J'avais trop hâte d'aller au lit le soir pour faire cette méditation parce que c'était mon moment de paix. C'était mon moment où enfin j'étais heureux. Et en fait, tous les soirs je cultivais ce petit moment de bonheur. Tous les soirs je cultivais ce petit moment de paix. Et ça m'a réappris ce que c'était d'être heureux. Et ça m'a réappris à accepter d'être heureux. Et petit à petit ça s'est propagé sur d'autres moments dans la journée en fait. Puisque mon cerveau était de nouveau capable de savoir ce que c'était d'être heureux. C'est comme si je vous dis, créez-moi une couleur. Votre cerveau connaît 16 millions de couleurs. Il ne peut pas en créer une nouvelle. C'est impossible. Comment vous voulez dire à quelqu'un sois heureux alors qu'il n'a jamais vu ce que c'était le bonheur? Ou en tout cas, il ne l'a jamais remarqué. Là, la méditation, ça m'a aidé à créer cette nouvelle couleur. Ou en tout cas, à pouvoir revoir ces couleurs que je ne pouvais plus voir. C'est plutôt ça. Ça m'a aidé à revoir qu'est-ce que c'est un état pur, heureux, simple, libéré, contemplatif, dans l'acceptation de ce qui arrive dans le monde, de ce qui m'arrive à moi, dans l'acceptation
d'être heureux. D'ailleurs, si ça peut vous aider, il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez écrire méditation contre l'anxiété, si vous vous sentez anxieux, contre les pensées envahissantes. Voilà. Ça, c'est améliorer sa conscience. Parce que pendant que vous faites de la méditation, vous êtes en train d'observer vos respirations, votre corps, comment il fonctionne. Et juste se concentrer sur le minimum qui est là. Et quoi qu'il arrive, ce sera là. Votre respiration, elle sera toujours là avec vous, peu importe ce qui se passe autour. Et si vous arrivez à sentir une profonde quiétude, une profonde confiance en votre corps, en votre respiration, quand il y a juste ça, en sachant qu'il y aura toujours au moins ça, ça ira toujours dans votre vie en fait. C'est ça l'idée. D'ailleurs, si vous avez ça aussi, des pensées, quelque chose qui vous embête, que vous pensez tout le temps et que vous essayez de repousser, et qui vous embête à des moments où c'est pas prévu dans la journée, des moments où vous devez vous concentrer sur votre travail par exemple, et vous ne pouvez pas parce qu'il y a ça qui vous embête. Moi, il m'a appris à juste me dire, bah ok, tu prends un rendez-vous avec toi-même, tous les soirs, 5 minutes, tu penses à ça. Comme ça, au moins dans la journée, si tu sens ton cerveau qui a envie de penser à ça, tu lui dis gentiment, bah écoute, on aura 5 minutes ce soir ensemble pour y réfléchir. Pour le moment, c'est pas le moment. Et ça a fonctionné pour moi. D'ailleurs, au final, j'ai eu besoin de comprendre et j'ai parlé avec la personne de tout ce qui s'était passé, de toute cette histoire. Ça m'a fait beaucoup de mal pendant 3 jours et quelque part j'étais délivré. Je savais tout et j'ai pu améliorer mon process de guérison juste parce que c'est bon. C'était devenu du passé. Je n'avais plus besoin d'y réfléchir puisque je savais la vérité. J'avais toute l'histoire au global, donc mon cerveau n'avait plus besoin d'essayer d'inventer la face cachée de la lune. Quelque part, je voyais tout. Ça faisait du sens et j'avais eu besoin de ça. Peut-être que si vous avez quelque chose qui vous revient tout le temps en tête, c'est parce qu'il vous manque des éléments. Faites tout ce que vous pouvez pour trouver ces éléments et en même temps faites le travail de méditation pour accepter de ne pas avoir tous les éléments. Une deuxième chose pour améliorer sa conscience, c'est la gratitude. La gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est juste être reconnaissant pour les plus petites choses possibles du quotidien. Et pour ça, on m'avait donné un exercice qui était de noter chaque soir 3 petites choses de ma journée qui s'est passé, de un peu cool, un peu mignon, un peu agréable. 3 petits kiffs de ma journée, mais que je n'ai pas fait moi-même. Quelque chose qui est arrivé malgré moi. Juste un chat mignon qui passe, un petit coucher de soleil, un moment où j'ai écouté une musique qui m'a fait plaisir, un sourire à la caisse, peu importe. Juste remarquer 3 petits kiffs de la journée. Et vraiment, pas plus, pas moins. 3. Pas 2, pas 4. 3. Et de le noter dans mon téléphone tous les soirs. Avant ma méditation, je notais 3 petits kiffs de ma journée. Et je me forçais à réfléchir. Et même, vous voyez, du coup, le cerveau, même s'il y a des trucs de prime abord, vous allez vous dire, bon, ça c'est banal. Ben non, du coup, maintenant, il va se rendre compte de la chance que c'est d'avoir vécu cette petite chose. Même si ça arrive tous les jours. Même si tous les jours, vous vous levez avec un beau paysage devant vous. Eh ben, tous les jours, reconnaissez la chance que vous avez d'avoir ce beau paysage devant vous. Et l'extrême de ça, c'est tous les jours se lever en reconnaissant la chance que l'on a de vivre. Parce que ça pourrait être pire. Parce qu'on pourrait être à l'hôpital, on pourrait être amputé, on pourrait avoir un cancer, voilà. La gratitude, c'est reconnaître la chance que l'on a d'être en bonne santé avec les gens qu'on aime, voilà, ce que vous voulez, mais reconnaître, être reconnaissant pour ce que l'on a. Maintenant, faut pas confondre ça avec la satisfaction. La satisfaction, c'est se suffire. La gratitude, c'est accepter de recevoir, accepter le bonheur, mais continuer d'avancer. Donc la gratitude et la méditation, c'est 2 choses qui vont vous aider à un 3e point qui est la reconnaissance de l'instant présent. L'instant présent, c'est se rendre compte des choses, mais sur l'instant. En fait, en écrivant tous les soirs les petites choses qui vous ont fait kiffer dans la journée, ça va vous aider les jours suivants, dans votre journée, quand il se passera un petit kiff, vous vous direz « Ah ça, faut que je m'en souvienne pour noter ce soir ». Sauf que votre cerveau, ce que ça enclenche, en fait, c'est un mécanisme de reconnaissance. Il va se dire « Ah là, j'ai reconnu qu'il y avait un petit moment que je pouvais intégrer dans cette catégorie des petits kiffs de la vie ». Alors oui, il va s'en souvenir pour le noter le soir, mais ça entraîne ce mécanisme de prendre les éléments positifs de la vie et se souvenir du positif. Et ça, c'est voir le verre à moitié plein. Alors oui, il y a peut-être des situations où c'est plus dur que d'autres. Et c'est pour ça que même quand tout va bien et que toute votre journée était incroyable, il faut quand même se forcer à en prendre que 3 et à prendre vraiment les 3 trucs les plus kiffants. Pas 6. Ça, c'est dur aussi dans l'autre sens. Et ça va vous aider à chaque fois vous comprendre qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer. Voilà, ça aide vraiment beaucoup. Et après, vous allez voir que vous allez vraiment
avoir de la gratitude sur l'instant présent et vivre l'instant présent, et à force même plus vous rendre compte que vous vivez l'instant présent, mais juste accepter de vivre heureux, quoi. Un petit exercice pour vous aider à vous rendre compte de l'instant présent et de la valeur qu'a l'instant que vous êtes en train de vivre, parce que c'était un peu un de mes problèmes quand je vous disais qu'à Brighton, sur la plage, je n'étais pas capable de me rendre compte et de profiter de l'instant. C'est juste parce que j'étais en train de penser toujours à qu'est-ce qui pourrait être mieux. Et mon psy, il m'a dit, bah maintenant, à chaque fois que tu y penses, dès que tu peux, quand tu sais pas quoi faire, que tu es un peu dans tes pensées, peu importe où tu es, tu te demandes qu'est-ce qui pourrait être mieux maintenant. Et je me souviens, il me dit, tu vois, là on est assis dans une pièce et tout, les murs sont blancs, ce serait quand même mieux s'il y avait une belle tapisserie au mur. Non? Il me fait comme ça, il me fait non. Je regarde, je lui fais non, ils sont très bien vos murs. Il me dit bah ouais, finalement en soi c'est très bien les murs blancs. C'est pur, c'est épuré. La tapisserie elle pourrait se décoller, elle pourrait être passée de mode, alors que le mur blanc c'est intemporel, ça calme l'esprit. En fait avec cet exercice paradoxalement il m'a fait faire l'effort de réfléchir à ce qui pourrait être mieux, mais pour finalement me rendre compte à quel point c'est débile et qu'on peut aller toujours plus loin avec ce raisonnement et que c'est sans fin. Et il m'a dit après, une fois que t'as fait ça, rends-toi compte d'à quel point les choses qui sont là peuvent être tout aussi bien. Et là je lui dis ouais mais je fais comment ça? Et il me dit ça je sais pas, tu te démerdes hein. En fait c'est justement, il me l'a pas dit comme ça évidemment, mais c'est à soi-même de trouver les mécanismes qui vont faire qu'on va se rendre compte des choses. Mais vous pouvez essayer cet exercice si ça peut vous aider. Et finalement le dernier point, je sais que c'est un peu long cette vidéo, mais j'avais besoin de tout vous dire et d'en faire une belle vidéo de toute cette expérience. Même pour moi plus tard je serais peut-être content de me dire waouh tout ce que j'ai traversé et comment j'ai grandi. Le dernier point de ce point 4, améliorer sa conscience, c'est le lâcher prise. L'humain est émotionnel, l'humain se compare, l'humain juge, c'est naturel, on juge. Il faut accepter qu'on soit comme ça, mais on peut essayer de le combattre. On est tout le temps en train de mettre les choses dans des boîtes, de labelliser, de hiérarchiser en plus. Une fois que c'est dans des boîtes, on classe les boîtes. Pourquoi on fait ça? C'est horrible. Parce qu'en faisant ça, on se laisse pas l'opportunité que des choses ne soient pas dans des boîtes. Donc en fait, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes, on va le rejeter. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes en société du style les gens qui se sentent ni homme ni femme, on sait pas quoi en faire, alors on les repousse, tu vois. Parce que le cerveau humain aime pas ce truc de on peut pas mettre dans une catégorie. Et souvent les gens les plus heureux acceptent beaucoup plus facilement le bien-être de quelqu'un qui se sent ni homme ni femme, tu vois, juste parce qu'il se sent mieux comme ça. Enfin, les gens vraiment profondément heureux dans leur vie n'ont pas de problème avec ces situations-là de quelqu'un d'autre dans la société qui préfère faire ça, tu vois. Souvent, c'est des gens aigris qui n'acceptent pas l'autre. Ça, c'est du jugement. Et la méditation, la reconnaissance de l'instant présent, la gratitude, être profondément heureux pour ce que l'on a nous, et peu importe ce qui se passe autour, ça aide à lâcher prise sur ce qui se passe autour. Parce qu'en fait, notre bonheur dépend que de nous. Et pas de l'environnement dans lequel on est, pas de ce que font les autres ou je sais pas quoi. En fait, être heureux profondément pour ce que l'on a nous, ça provoque automatiquement de l'ouverture d'esprit. Je me souviens, je suis parti voyager en Inde au mois de juin 2023, donc à peu près à la fin de ce process intense de méditation que j'ai eu. C'était la fin de ces 4 mois de méditation et j'ai continué à méditer quand j'étais là-bas. Et là-bas, j'ai découvert bien sûr plein de nouvelles choses. C'est un paysage totalement différent, des coutumes totalement différentes, tout est différent. Vraiment, les codes, vous le savez, au niveau de l'écologie, c'est à des années-lumière. Ils sont au Moyen-Âge à ce niveau-là. Par contre, ils sont beaucoup plus évolués sur la médecine mentale. Je suis allé dans un temple hindouiste, et j'ai lu les règles. Ils ont 11 règles de vie, je crois. Et c'est exactement un peu ce dont je vous parle aujourd'hui. Et là, j'avais trouvé une religion qui ne parlait pas comme les religions qu'on a en Europe de globalement protéger son prochain, etc. Enfin, je suis pas super religieux, je connais pas bien, mais ça m'a jamais parlé les 3 principales religions qu'on a en Europe. Par contre, l'hindouisme, j'ai compris le sens. J'étais en mode oui, en fait, c'est juste des leçons de vie pour être plus heureux, littéralement. Alors je dis pas que je suis devenu hindou, mais j'ai compris. Et comme j'étais heureux moi-même, j'étais beaucoup plus enclin à accepter les différences. D'autant plus qu'à l'étranger, c'est toi l'étranger, donc t'as intérêt quand même à accepter les différences. Mais c'était un peu un voyage spirituel pour moi. Et donc après, j'étais beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus dans l'acceptation, dans le pardon des petites erreurs des autres. Et j'étais vraiment dans un état de conscience très élevé à ce moment-là. Et je pense que je suis redescendu. J'ai de nouveau des petites phases où je suis aigri, des petites phases où j'arrive pas à être heureux et je m'en rends compte et je me dis mais merde, vas-y. Et dans ces moments-là, je médite pendant une semaine et ça va mieux. Voilà.
le lâcher prise. Arrête de juger. Arrête de t'occuper des affaires des autres. Occupe-toi de toi, avance-toi, fais du bien aux autres et t'attireras des bonnes personnes, c'est tout. 5e point, on est à l'avant-dernier, je vous jure, en vrai ça va aller assez vite. On a passé les plus gros. Le 5e point, c'est quand même la santé physique. C'est fou à quel point le corps et l'esprit sont liés. On le sait, ça longtemps, mais je l'ai expérimenté et j'aimerais essayer avec mes mots de vous le faire comprendre et de vous le faire intégrer encore un peu plus. En fait, quand je travaille beaucoup et que je suis fatigué et tout, c'est aussi parce que j'ai jamais le temps de faire du sport. Je dors mal parce que j'ai plein d'idées en tête et donc je me repose pas vraiment des fois certaines nuits. Et comme c'était aussi la première année que j'habitais tout seul, j'avoue c'est peut-être pas l'année où j'ai le mieux mangé de ma vie. Donc maintenant je fais plus d'efforts pour mieux manger. Je fais particulièrement attention à mon sommeil. Ce matin par exemple, je me suis vraiment laissé dormir sans réveil. Même si je savais que je devais tourner cette vidéo, je me suis dit je la tournerai quand je serai réveillé. Parce que mon sommeil est important. Et je préfère être en forme pour tourner cette vidéo et vous partager quelque chose profondément et bien, plutôt que de me dire oh, il faut que je me lève à 7 heures, comme ça j'ai le temps de faire ça. Oh, dors comme il faut, mange comme il faut, et fais du sport comme il faut. Mais t'épuises pas. Faire du sport, ça veut pas dire il faut que j'aille à la salle 3 fois par semaine, puis que je cours 2 fois par semaine. Non, écoute ton corps. Écoute ton corps. Dès que t'as une blessure à la salle, ça c'est le truc le plus dur. Moi, dès que je sens une douleur à la salle, tu sais, t'as bien commencé ta séance, tu t'es mis dans le truc et tout, des fois c'est un peu dur. Tu t'entraînes 10 minutes et bam, douleur. Bah là, il faut écouter son corps et arrêter la séance en fait. T'as besoin de repos. Ça fait chier, faut rentrer chez soi, tu t'es chauffé et tout, et non, bah il faut écouter le corps. Et c'est pareil, il y a des fois, t'es trop fatigué, bah dors. Et s'il y a d'autres personnes, que ce soit le travail ou peu importe, qui t'empêchent, entre guillemets, de dormir, et que vraiment tu es trop fatigué et tout, il faut que tu réorganises des choses dans ta vie. Fais moins de choses, j'en sais rien, mais ne néglige pas ça. On revient encore une fois au 1 et au 0, la santé, c'est numéro 1. Ça sert à rien d'avoir la meilleure carrière, ça sert à rien d'avoir 10 000 rendez-vous partout, ça sert à rien de voir 10 000 potes par semaine si tu n'es pas en bonne santé. De toute manière, tu profites beaucoup plus de l'instant présent avec tes amis, tu travailles beaucoup mieux au travail ou pour toi sur tes projets quand tu es en bonne santé. Tu es 10 000 fois plus efficace. Donc il vaut mieux travailler un peu moins, mais beaucoup mieux que travailler 15 heures par jour et pas être efficace. Ensuite, un truc qui m'a beaucoup aidé et dont je me suis pas encore assez accoutumé, je sais pas à quel point je pourrais aller plus loin là-dedans, mais c'est le biohacking. C'est con, on en entend aussi beaucoup parler dans ce monde de l'entrepreneuriat sur internet, mais j'ai bien l'impression que c'est vrai, dans le sens que j'ai commencé à profondément prendre des compléments alimentaires, alors juste de la vitamine C, de la vitamine D l'hiver quand il n'y a pas assez de soleil, de la B12 pour avoir aussi plus d'énergie, je sais. Voilà, dans cette phase 2 de comprendre, il faut encore que j'apprenne moi aussi sur ce niveau-là. Sauf que la différence, c'est que depuis début 2024, je ne suis pas tombé malade une seule fois, alors que je suis quelqu'un qui tombe beaucoup malade. Des rhumes, des bronchites, des trucs. Vous savez, ces genres de crèves, en général, j'en ai une par mois. J'en ai pas eu depuis que je médite et que je prends des compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires, des vitamines, des cuillères de miel, des thés au gingembre, des trucs cons, mais je ne suis pas tombé malade depuis que je suis sérieux là-dessus. Donc penchez-vous sur toutes ces méthodes de biohacking, toutes ces méthodes de complémentation alimentaire, parce qu'en fait, je sais plus où j'ai entendu ça, mais vous voyez, on n'a pas tous les mêmes gènes dans le corps, ou en tout cas, on n'a pas tous les mêmes gènes activés, je crois. On n'a pas tous les mêmes allèles qui s'expriment, c'est pour ça que certains ont des yeux bleus, des cheveux blonds, et etc. Et j'ai entendu, je sais pas si c'est une théorie ou une vérité ou quoi, mais ça m'a juste servi à me dire, ok, c'est pour ça qu'il faut que je me complémente, et ça m'a suffi à me motiver, et si ça peut vous motiver aussi, tant mieux, mais vérifions quand même cette info. On est avec plus ou moins de lacunes dans la production de certaines vitamines, ou en tout cas, enfin on les produit pas, je sais pas, mais... Ah désolé maman, la prof d'SVT là, c'est fini, pas du tout les connaissances là-dedans assez approfondies. Mais on n'est pas capable de synthétiser correctement à la naissance certaines choses, et ça dépend de chacun. On synthétise pas pareil, chacun les mêmes choses. Et tu vois, des fois le médecin il nous prescrit des compléments alimentaires, mais que pour une cure de 3 semaines ou 2 mois, etc. Mais il y a certains trucs qu'on serait censé prendre toute la vie, juste parce que notre corps n'est pas capable de le prendre dans la nourriture ou je sais pas quoi. Et c'est comme le sport en fait, tu vas pas te dire là fais une cure de sport pendant 3 mois et arrête. Non, il faudrait techniquement en faire tout le temps.
Pareil pour, si admettons, tu as un déficit dans le sang de quelque chose, genre tu vas prendre des compléments toute ta vie. Et je pense qu'au niveau de la science, là, on n'est pas encore assez avancé sur ça, sur comprendre quels sont les trucs qui nous manquent tout le temps. Chacun, enfin tu vois, peut-être que toi t'as des trucs différents de moi. Donc fais une prise de sang. Alors malheureusement les médecins en France ne prescrivent pas trop de prise de sang où on examine tout. Il faut passer par des labos privés et parfois à l'étranger et tout. Mais ça peut être intéressant de faire des vrais contrôles de santé pour voir ce qui est ajustable, comme une machine où il faut lubrifier certains engrenages et pour que la machine tourne bien. Parce que d'elle-même, elle peut pas se réparer toute seule sur certains points, il faut l'aider un petit peu. D'ailleurs, il y a un film, j'ai pas du tout la rêve, j'ai vu que l'extrait, mais je peux vous reciter l'anecdote, ou si je la trouve, je vous la remets, qui dit que en Chine, le médecin, son travail, c'est d'une fois par an faire venir toute la famille et de checker tous les trucs qui sont déréglés pour les régler, pour faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Et le médecin est rémunéré juste au moment où il fait cette consultation de réglage des corps de tout le monde. Et il n'est pas rémunéré si le patient vient soigner des symptômes. En France, tu ne vas chez le médecin que quand tu as déjà des symptômes. Donc en fait, le médecin, il est payé que s'il y a des malades. En Chine, le médecin, il est payé que si tout le monde est en bonne santé. Vous voyez le problème d'alignement d'intérêts? Le médecin, son but, c'est de soigner les gens, sauf que si il arrive à soigner tout le monde, il a plus de travail. Donc, paradoxalement, c'est pas un système qui peut marcher. Bref, vous voyez l'idée, des fois, les problématiques des trucs, des systèmes en société et tout. On est sur une vidéo très longue, je sais, et on aborde le dernier point de cette vidéo, la conclusion. Une fois que tu as le 1, je t'ai parlé de tout ce qui pour moi m'a aidé à avoir ce 1, cette santé en premier lieu. Bah en fait, pour être heureux, pour être en bonne santé, il faut quand même pas juste soigner sa santé, il faut faire les choses qu'on aime dans la vie. Et ces choses qu'on aime dans la vie, faire en sorte d'améliorer toutes ces choses qui sont importantes pour nous, bah c'est tous les zéros après le 1. Mon dernier point, le point 6, il s'appelle continuer d'avancer. Parce que oui, ça sert à quoi de vivre pour juste essayer d'être en bonne santé? C'est pas une vie que d'essayer d'être juste hyper reposé, hyper en bonne santé, mais rien faire. Ou en soi, si. Les gens les plus heureux de cette planète sont les bouddhistes qui restent assis toute la journée parce qu'ils ont un niveau de conscience suprême où tout le reste a plus de sens. Et moi, j'ai pas envie d'arriver dans ce truc-là de t'es tellement heureux quoi qu'il arrive, t'as besoin de rien, juste manger le minimum et dormir et méditer. J'avoue, ça, j'ai encore un peu du mal et je pense que vous serez peut-être comme moi, vu dans la société dans laquelle on vit. On a envie de faire des beaux projets, on a envie de voyager, on a envie de créer des choses, on a envie de partager des moments avec des gens, on a envie. C'est normal, je pense, en tout cas dans une société comme la France et tous les pays voisins, on aspire plutôt à des vies comme ça, bien chargées. Et mon dernier point, c'est continuer d'avancer, continuer de travailler sur les projets qui te plaisent. Moi, pour moi, en tant que designer, entrepreneur, mes grands rêves, ce serait d'arriver à créer une entreprise qui fonctionne. Pas forcément de faire des sous, mais de créer une machine qui tourne d'elle-même, de pouvoir entraîner des gens avec moi. J'aime bien dire allumer la flamme qui fera jaillir un feu qui brûle de lui-même, qu'il faut alimenter évidemment. Pour l'instant, je fais juste des étincelles. Et ça, c'est un des zéros de ma vie, c'est créer un beau feu. Moi, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose de grand, sportivement parlant, dans ma vie, ou en tout cas un défi personnel. J'ai déjà fait Ninja Warrior, mais j'ai besoin encore, je pense, de faire des choses, parce que Ninja Warrior, vous avez la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis enfin, j'ai envie aussi de créer une grande œuvre d'art dans ma vie, je sais pas sous quelle forme, mais quelque chose qui transporte les gens. J'adore ces vidéos, j'adore partager sur YouTube parce que je peux vous transmettre des émotions, parce que je peux vous parler sincèrement de choses et vous amener avec moi. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui me rendait profondément heureux. C'est important de faire les choses qui nous rendent heureux et c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'avais arrêté YouTube et j'ai repris en 2024 parce que j'ai remarqué que ça me rendait vraiment heureux. Et donc peu importe ce que je ferai à côté, j'essaierai toujours de faire des vidéos sans pression pour personne, juste pour moi-même, juste pour partager avec vous.
Et je pense que cette grande œuvre d'art pourrait être un grand film ou un lieu que tu viens visiter et qui te transporte le temps d'un moment. Le temps d'un moment, elle est belle celle-là. Dans cet esprit-là, j'ai déjà fait un défilé de mode que j'ai aussi documenté sur cette chaîne YouTube. Je vous mets aussi la vidéo. C'était justement au printemps 2023, au moment où j'étais le plus bas, au moment le plus dur pour moi. En même temps, j'étais noyé dans le travail par des choses que j'aimais et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé. J'avais pas beaucoup de moments pour penser et le peu de moments que j'avais pour penser, je le faisais du mieux possible. C'était assez bizarre comme période. Je créais un des plus gros projets de ma vie avec des gens cool et je pense que ça m'a aidé aussi à me soigner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amené quelque part, vous aura ouvert des chemins de pensée et je vous souhaite de les explorer. Je vous souhaite aussi d'avoir la présence, la conscience, si vous en avez besoin, sincèrement, d'aller voir un professionnel de santé. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je pense que s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est ça. Je me le souhaite à moi aussi. Si je regarde cette vidéo plus tard, d'y aller, même si je suis pas au point le plus bas, s'il y a des petites choses que je comprends pas, que j'ai envie quand même de m'améliorer, il faut voir ça comme un investissement, même si c'est payant. Ben, tu payes la salle pour faire du sport et pour améliorer ton physique, et ben paye un psy pour améliorer ton mental. Je vous souhaite aussi d'avoir la conscience de revenir sur cette vidéo à des moments où vous serez un peu plus perdu. Notez-la dans un coin, revenez la voir plus tard. Et moi, ça me fera des vues. Let's go. Faut pas perdre le nord quand même, hein. Et la dernière chose que je vous souhaite, c'est, dans cette métaphore du 0 et du 1, d'avoir le chiffre le plus grand possible. 1 suivi d'une multitude de zéros. Je sais pas si ça atteindra des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards, peu importe. C'est pas peut-être la seule manière de voir la vie. C'est celle que j'ai choisie pour vous transmettre ces idées à travers cette vidéo. Et je finirai comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut.